Donc Stéphanie Bignon, en tant que présidente de Terre et Famille, Terre et Famille qui est une association dont la devise est s'enraciner pour s'élever et être moissonné, comme dirait notre aumônier, l'aumônier de Terre et Famille. Donc Terre et Famille est une association qui a vu le jour le 8 décembre 2014, donc relativement récente, et qui a pour but de défendre nos villages, de défendre la vascularisation de notre pays, puisque nous pensons que nous souffrons d'hypertrophie de nos grosses villes et dont les infrastructures sont débordées même par leur propre développement, et que par ailleurs nos provinces se meurent par une dépopulation et une perte d'activité. Donc avec évidemment la perte d'activité culturelle et économique naturellement. Donc Terre et Famille, c'est défendre la vascularisation profonde de notre pays dont nous avons, qui est le fruit d'une grande histoire royale, pour nous c'est clair, une grande histoire médiévale qui a vu le développement de tous les coins de France, qui fait vraiment notre particularité en Europe, c'est cette vascularisation très homogène, très bien répartie sur notre sol. Et c'est ce que nous voulons défendre. Nous voulons défendre cet héritage-là. Voilà. Donc je suis également le co-auteur de Cessez de nous libérer, un petit essai explosif sur le véritable féminisme, et puis l'auteur en solo de La chasteté ou le chaos. Donc 2 livres parus chez Via Romana, et qui dans le premier ouvrage défend la véritable vocation des femmes, qui est d'enfanter charnellement, mais aussi d'enfanter spirituellement. Et puis je suis dans une espèce de continuité avec La chasteté ou le chaos, point d'interrogation, qui vante les mérites de la maîtrise de soi, de l'autorité sur soi-même, avant même d'entreprendre une quelconque démarche politique cohérente. Car comment avoir autorité sur quoi que ce soit quand on n'a pas d'abord autorité sur soi-même? Comment parler d'écologie sans parler de maîtrise de soi? Donc la chasteté ou le chaos, c'est simplement une façon de dire que si nous ne sommes pas capables de nous maîtriser dans ce que nous avons de plus intense en nous-mêmes, de plus exigeant en nous-mêmes, eh bien nous n'avons aucune chance de mener nos sociétés, puisque nous ne sommes pas capables de nous mener nous-mêmes. Donc cette grande faculté que Dieu nous a donnée en tant qu'être humain, qui est la liberté, eh bien qu'en faisons-nous? Que faisons-nous de cette liberté? Eh bien, nous l'utilisons pour nous dominer au profit du bien commun. Voilà. Donc ça, c'est la chasteté ou le chaos. La raison d'être aussi de ce livre, La chasteté ou le chaos, c'est une constatation, c'est que nous sommes aujourd'hui menés par une politique du bouc émissaire. C'est-à-dire que c'est jamais de sa faute, toujours la faute des autres, toujours la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Et cette politique du bouc émissaire a pour gros inconvénient, c'est qu'elle nous empêche de nous édifier, de nous renforcer, de nous structurer et d'aller vers l'élévation de nos âmes, puisqu'on reporte toujours la faute sur quelque chose, quelqu'un d'autre. Et ça, nous revenons effectivement aux bases de Terre et Famille, c'est que nous devons nous prendre en main. Et se prendre en main, c'est déjà se prendre en main en tant que personne sachant se contenir pour le bien commun. Donc se défaire de cette politique du bouc émissaire, qui est, je dirais, une façon de faire très pré-chrétienne. Et le Christ nous apprend précisément que le bouc émissaire, le sacrifice du bouc émissaire, doit laisser la place au sacrifice de chacun pour le bien commun. Et donc la chasteté, c'est ça, c'est le sacrifice de chacun pour le bien de tous.
la différence entre paysan et agriculteur? Eh bien, c'est une question très intéressante parce que le paysan, c'est celui qui vit dans le pays et qui est sur une terre et qui... le paysan est forcément, la notion de paysan enracine d'emblée l'être humain et surtout le rend presque comme faisant partie du sol, le fait épouser le sol, le paysan. Alors que l'agriculteur, on le pose sur le sol, il n'épouse plus le sol, l'agriculteur, c'est son métier. Il est agriculteur, c'est un métier. Alors que le paysan, c'est pas un métier, c'est une vocation, c'est une nécessité vitale. C'est-à-dire, et c'est ce que nous défendons avec Terre et Famille et notre programme paysan qui va bientôt sortir, c'est que nous défendons l'idée que nous sommes tous paysans. Et pourquoi? Parce que nous sommes tous d'un pays, nous avons tous comme charge à la naissance de finalement se reproduire, donner la vie, mais aussi se nourrir. Donc il est aberrant d'imaginer une humanité où la majorité d'entre nous n'ont même plus à se soucier de subvenir à leur nourriture. On est dans une inversion complète de ce que devraient être les proportions. On est dans un monde où on nous dit qu'on est de plus en plus nombreux et de plus en plus de bouches à nourrir, et par là même dans un monde où nous avons de moins en moins de paysans. Quelque chose ne marche pas, quelque chose ne tourne pas rond, et par ailleurs on a aussi de plus en plus de chômeurs. Donc de plus en plus de chômeurs, de moins en moins de paysans, de plus en plus de bouches à nourrir. Donc on est dans un cercle vicieux, insensé, et donc le rôle du paysan, il est non seulement de nourrir, parce que l'agriculteur, on voit tout de suite la notion de « je nourris l'humanité ». Le paysan, c'est plus que ça. C'est qu'il est du pays, c'est-à-dire qu'il en est l'émanation, il en est le défenseur, il en est pétri de son pays, et culturellement, il vibre avec sa terre. Il vibre avec sa terre, donc le paysan, c'est aussi le vecteur, l'incarnation de la culture au sens de la terre, de cultiver la terre, et au-delà de ça, de ces pousses qui vont naître de son travail, qui vont mener jusqu'à la culture au sens intellectuel du terme, musical, danse, et peinture, etc. Alors, Civitas, Alain Escada, pour ne pas le nommer, nous a mis au travail, nous, Terre et Famille, nous a demandé de plancher, de réfléchir sur un programme agricole. Nous avons commencé notre programme par une question. Un constat, c'est « France, qu'as-tu fait de tes paysans ?» Nous commençons par une liste de constats chiffrés, pas très longue, mais qui met en quelques chiffres bien en évidence le nombre d'exploitations qui diminue, la taille des exploitations qui grandissent, le nombre de paysans qui diminue, les suicides qui augmentent, et qui révèlent donc un malaise de la profession entre guillemets, puisque ça n'est pas une profession pour nous, c'est plus que ça. Ensuite, on se pose la question sur la vocation paysanne. Qu'est-ce que le paysan? Alors on en a parlé en définissant ce qu'était un paysan par rapport à un agriculteur. Pour nous, le paysan est vraiment l'âme du pays. C'est-à-dire qu'au-delà même de fournir de la nourriture, il est ce trait d'union entre terre et ciel. Et s'il n'est pas là, c'est toute une part de notre humanité qui disparaît. En tant qu'enfant de la chute, il a été dit que nous allions devoir travailler la terre pour en extraire notre nourriture. Donc il est ce trait d'union entre ciel et terre. Donc l'analyse de la vocation des paysans nous amène, après ce constat chiffré, à faire une analyse politique que Terre et Famille va
je dirais, résumé d'une certaine façon, parce que la tâche est vaste. On a essayé d'être synthétique, donc il y a un gros problème d'endettement. On fait ce constat. Le paysan aujourd'hui est endetté. Pourquoi? Parce qu'on l'a effectivement extrait de sa vocation pour produire davantage et on l'a en quelque sorte coupé de sa vocation qui était l'autonomie. La recherche du respect de la matière première, de la terre, de ne jamais gaspiller, l'optimisation de l'énergie, l'optimisation de tout, qui faisait que on était dans une agriculture, comme on dirait aujourd'hui, raisonnée, c'est-à-dire une agriculture normale, une paysannerie qui gérait au mieux les ressources, que ce soit l'eau, la terre, qui, parce qu'elle était à la fois de culture et d'élevage, elle fournissait ses propres engrais, et donc dans une agriculture agro-silvo-pastorale, de polyculture et d'élevage, eh bien on avait une structure qui fonctionnait en équilibre. Donc on l'a coupé de ce patrimoine ancestral, et puis on l'a enchaîné à des dettes énormes pour avoir de plus grandes étendues, de plus grandes fermes, de plus gros tracteurs, etc. Mais tout ça pourquoi? Parce qu'on a derrière tout ça des spéculateurs qui ont l'ambition de rendre tributaire l'humanité de leurs rêves les plus fous, d'enrichissement permanent et de soumission littéralement de l'humanité. Donc le paysan est très gênant pour un spéculateur et pour le système en place, parce que le paysan gagne sa vie, sa nourriture assure de son front. Donc il fallait casser ce mythe finalement pour eux du paysan et le remplacer, en faire un agent économique. Tout comme d'ailleurs, je le compare dans mes deux livres, La chasteté et le chaos, ou Cessez de nous libérer, écrit avec un brassier, où finalement le statut de la femme et le statut du paysan subissent les mêmes affres, c'est-à-dire deux personnes qui sont libres, complètement libres et dégagées de l'économie, eh bien, sont contraints par le système actuel d'être jetés en pâture dans l'économie. Donc la spéculation, et puis on veut aussi mettre en évidence donc l'endettement, la spéculation, les lourdeurs administratives, qui sont un fardeau absolument honteux, qui pèse sur toutes les professions, mais qui pour les agriculteurs est totalement coercitif, c'est une machine à détruire. Et puis, on insiste bien sûr sur le fait que le malaise paysan est un empoisonnement lent et qui nous touche tous au final, puisqu'on mange tous, on admire tous nos paysages, et on est tous d'un pays, on a tous les deux pieds qui touchent par terre, donc on est tous concernés par la cause paysanne, voilà, de plus ou moins directement. Donc le programme de Terre et Famille, pour nous, c'est d'abord, ce qui est primordial, c'est de remettre tout le monde à sa place, à commencer par l'État, parce que pour nous, l'État n'occupe pas sa fonction, et nous en parlions tout à l'heure. L'État n'occupe pas sa fonction de protecteur, de défenseur de la sécurité de nos frontières et de la justice, la sécurité intérieure, la défense aux frontières et la justice, il n'exerce pas ça du tout. Mais par contre, il s'immisce dans la vie des paysans, la vie des ménages, des foyers, etc. Donc des personnes. Donc on veut remettre l'État à sa place, lui faire en sorte qu'il retrouve sa souveraineté, de façon à pouvoir, de façon magnanime, redonner le pouvoir aux échelons locaux, à l'échelon local. Donc pour nous c'est vraiment primordial. Je reprends ma souveraineté en tant qu'État et je redonne, par subsidiarité, je redonne le pouvoir à l'échelon local. À partir de là, alors on peut commencer à raisonner. On peut commencer à raisonner. On peut commencer à raisonner, pardon. Évidemment, si je mettais les lunettes, je vais aller. Comment? Je fais du coupage, il n'y a pas de souci. Oui, c'est bon.
Alors l'action d'État, donc on commence par ça, par retrouver notre souveraineté. Et ensuite, on y va franchement. On ne va pas faire peur en disant on sort de la PAC c'est fini, on arrête. Non, on va continuer à utiliser la PAC, mais pour organiser notre mutation vers une polyculture élevage, c'est-à-dire d'une activité plus traditionnelle, mais nous aimons mettre en même temps que traditionnel le terme novateur, parce que la tradition ne veut pas dire la ringardise ou le fixisme dans le passé, et la tradition est un socle indispensable pour pouvoir innover. Voilà. Donc nous allons, vers une polyculture élevage basée sur des connaissances traditionnelles de l'agriculture, pour aller vers de l'innovation, vers une véritable science de la nature pour en comprendre de mieux en mieux les secrets et pouvoir être le plus, je dirais, le plus respectueux et en même temps le plus pertinent possible à l'égard des ressources et de la terre qui nous porte et qui nous nourrit. Donc la PAC, dans un premier temps, on coupe pas radicalement, mais on utilise l'argent de la PAC pour organiser notre mutation. Et non pas pour financer les pertes des producteurs qui travaillent évidemment, qui vivent de primes et de subventions au lieu de vivre de leur travail. On rétablit une concurrence loyale par le contrôle de nos frontières nationales. Évidemment, nous, on rétablit les frontières, c'est évident. On renonce aux importations accessoires, quand on peut produire sur le terrain national. On protège nos produits agricoles de toute spéculation. Et on travaille à la remise en place, évidemment, des circuits courts. On libère les semences fermières. On interdit l'utilisation des semences OGM, qui rendent les paysans dépendants de groupes industriels, chimiques et semenciers. On allège évidemment les tâches administratives des paysans. On favorise la création de petits abattoirs locaux, de petites structures locales, respectueuses de l'animal et de l'hygiène. On aide à la conservation des biens agricoles au sein des familles. On facilite l'installation de nouveaux paysans. On donne les moyens d'une vraie politique locale. On rend aux maires, et pas à la communauté de communes, la maîtrise du plan d'occupation des sols et la préservation des terres agricoles. Nous réhabilitons une recherche et un enseignement agricole s'appuyant sur la connaissance des méthodes traditionnelles et sur une étude critique des progrès scientifiques et techniques réalisés au XIXe siècle. On crée une véritable chaire d'agriculture et une chaire d'agriculture qui comprendrait donc l'étude de la microbiologie des sols. Et on organise aussi localement l'accès à une formation continue pour tous les paysans qui veulent approfondir leurs connaissances dans le domaine agricole. Et puis on revient à l'heure solaire, parce qu'on estime que c'est une aberration de vivre décalé par rapport au soleil. Ensuite, ça c'est de l'ordre de la politique générale, mais pour nous, il y a une politique fiscale et une réforme juridique à mener. Et donc, pour ce qui est de la politique de la réforme fiscale, le but du jeu est de remplacer la mécanisation et la chimie par de la main-d'œuvre. Donc, on baisse les charges relatives au travail salarié ou saisonnier pour permettre d'investir dans des pratiques agricoles traditionnelles et novatrices et respectueuses de la terre. On baisse l'impôt sur le revenu agricole au prorata des charges salariales versées par la ferme. On supprime les taxes sur les denrées alimentaires, ça c'est assez ambitieux, transformées et consommées sur le territoire national. Parce qu'on trouve illogique de payer des impôts ou des taxes sur, quelque chose qui est vital. Donc mettre en place des droits de douane pertinents sur les produits agricoles importés, supprimer la taxe foncière sur les terrains agricoles, sur le non bâti, suppression des droits de succession sur les propriétés agricoles à condition que les terres restent destinées à l'activité agricole. Alors, une réforme juridique, quel statut pour les terres agricoles? Là, on a une vraie question.
la Terre est une charge et elle ne peut pas faire l'objet. Donc là, si demain nous prenions le pouvoir et on nous propose d'être ministre de l'Agriculture, on lancera, Terre et Famille en tout cas, lancera une grande réflexion sur quel statut pour la Terre. L'eau, l'air, la Terre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut spéculer sur la Terre? Est-ce qu'on peut chercher à en faire une plus-value, à spéculer? Et on interdirait de toute façon, pour commencer, de vendre la Terre à des intérêts étrangers. Ce qui se passe trop souvent en ce moment. Aussi bien en Chine que l'Europe du Nord, là, on voit partir nos terres agricoles. Donc étudier les règles autour de la transmission. Comment transmettons la terre agricole? C'est une vraie question. Donc on n'a pas prétention à répondre tout de suite, mais on lancerait une grande étude. Des grandes études sur le statut, sur le mode de transmission de la terre. Nous viserions immédiatement à limiter le nombre de normes qui nous étouffent, reconsidérer les prérogatives de la SAFER, qui sont abusives, à bien des cas, et pas appropriées. Et on favoriserait, on libérerait le regroupement en corporation ou filière, c'est-à-dire dans quel but? Dans le but de gérer et d'optimiser au mieux les matières premières, énergie, outils de travail, etc. La corporation, c'était finalement mettre au service de plusieurs industries, de plusieurs entreprises, une même source d'énergie, où c'était récupérer les sous-produits d'une industrie pour alimenter une autre industrie. Donc on veut retrouver cette gestion optimisée de la matière première. Donc remettre les corporations au bout du jour. La réflexion, on veut lancer aussi une réflexion sur la protection et la gestion des crises sanitaires, pour éviter les décisions excessives et traumatisantes. Modifier ou supprimer les arrêtés contraires au respect de l'animal et de la sécurité, c'est-à-dire en gros supprimer l'abattage à l'âge. Pour être rapide, nous voulons faire évoluer le droit du travail en matière d'activité agricole, c'est-à-dire faciliter l'emploi de personnes, mais pas seulement, on veut rendre beaucoup plus facile la mixité, c'est-à-dire que quelqu'un puisse être ingénieur et paysan, fonctionnaire et paysan, indépendant et paysan. Fabriquer de la nourriture devrait être quelque chose de facile pour chacun possédant un petit lopin de terre, ou ayant plutôt la charge d'un petit lopin de terre. Et puis réactualiser les statuts de salariés, de journaliers agricoles. Tout ça pour faciliter le travail agricole. Et voilà. Alors notre responsabilité, nous considérons que évidemment nous avons une politique à mener par l'État, certes, qui reprend sa place, qui se remet lui-même à sa place, mais nous avons ensuite une responsabilité à tous, une responsabilité en tant que producteurs éventuellement de nourriture, mais consommateurs. Donc il faut réapprendre les bienfaits de la sobriété, d'où la chasteté ou le chaos, n'est-ce pas? Retrouver la mesure du temps, parce qu'aujourd'hui on a une volonté terrible de tout faire fléchir selon notre volonté, y compris le temps. Et le paysan est celui qui, par excellence, avec la mère de famille, accepte de regarder grandir sans être interventionniste à l'excès. Assumer notre dessein politique et notre part de responsabilité au sein de quartiers, villages, communes et paroisses. C'est-à-dire retrouver par la subsidiarité, c'est pas seulement l'État qui va nous donner effectivement cette subsidiarité, mais c'est à nous aussi de prendre ce pouvoir au niveau local et ses responsabilités. S'organiser pour défendre une économie familiale et locale. L'économie n'aurait jamais dû quitter l'échelon local et familial. Qu'elle soit devenue mondiale est une catastrophe, et là je cite Fabrice Adjadj, qui nous a fait une excellente conférence aux Journées paysannes de Souvigny cette année, en février 2017 donc, sur l'aberration d'une économie mondiale. Une économie mondiale ne devrait être que des transactions entre économies locales et familiales. Donc aujourd'hui, nous n'avons qu'une économie mondiale et pas d'économie ni familiale ni locale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les familles, on ne produit plus rien, mais même au niveau local, on produit, mais on produit pour l'export, on produit que des choux, que des carottes, que de la viande. Donc
nous ne sommes plus qu'un échelon d'une grande économie mondiale, alors qu'on devrait d'abord penser, et de façon écologique, à fournir tout ce qu'il faut pour une population la plus proche possible. Vraiment, je pense qu'un écologiste de bonne foi, si ça existe, doit pouvoir comprendre ça. Donc instruire les enfants le plus tôt possible au savoir-faire paysan, parce qu'on est en train de perdre très très vite ce que nous avons appris sur des milliers d'années, sur on va dire 2000 ans, pour rester sobre. Cultiver autant que possible nos potagers, parce qu'on a oublié on a souvent tous un petit lopin de terre et puis on ne le met pas en valeur. Et puis privilégier l'approvisionnement de proximité, évidemment. En dehors de cette mission de l'État, de la mission de chacun d'entre nous, il y a quand même une mission paysanne. Et la mission paysanne, pour nous, c'est premièrement, le paysan doit sortir du cercle vicieux du toujours plus et veiller à contenir la taille de sa ferme pour en rester le maître. Donc ça, vraiment, c'est ce piège dans lequel on l'a enserré entre cette paire de tenailles, là, entre la finance, la banque et l'administration. Donc retrouver son indépendance par là même retrouver son indépendance par le retour à une polyculture élevage, étant seul garant de la biodiversité et de notre souveraineté alimentaire. Polyculture élevage, ça veut dire que je fournis de l'engrais naturel par les déjections de mes animaux, je les répands sur mes terres et je fertilise mes terres. Je fais de l'agro-silvo-pastoral, comme dirait Monsieur Bourguignon, Claude Bourguignon. Se fortifier en développant les filières corporations, il faut absolument rebondir sur ce que l'État devra mettre en place, c'est-à-dire favoriser ce retour aux corporations. Viser la reconquête du marché local en tant que producteur et acheteur, c'est-à-dire que le paysan doit aussi acheter chez son voisin et pas seulement au supermarché. Et puis corriger progressivement toutes les erreurs qui ont été faites, c'est-à-dire le remembrement, essayer de corriger au maximum, retrouver des parcelles plus petites qui nécessitent du matériel plus petit. Donc évidemment ça peut être que au très long cours, on en a conscience, mais néanmoins remembrer, et je veux dire démembrer au sens où reparcelliser, retrouver l'échelle familiale et la structure agricole, retrouver la polyculture élevage, réintégrer la ferme dans l'économie locale. Donc ça pour nous c'est vraiment... et puis surtout que le paysan redevienne maître du temps, c'est-à-dire que sur les étals en ville, on ne doit pas trouver de fraises en hiver, on vit au rythme de ce que nous donne la nature, donc rythmer la vie sociale et culturelle. Le paysan doit redevenir l'élément, je dirais, pondérateur de la vie. Et donc une voie réouverte par terre et famille. Donc nous devons tous réaliser que nous sommes tous paysans. Donc redécouvrir l'histoire de nos terroirs, vivifier par notre religion catholique enracinée et incarnée, renouer avec les devoirs de l'homme et non pas avec les droits de l'homme, qui sont une machine à détruire évidemment, les droits de l'homme, puisque dès l'instant où on a un droit, il n'y a aucune raison qu'on ne les ait pas tous, alors que les devoirs en général ça a beaucoup moins de succès, ça engendre moins d'excès. Et puis, il faut absolument vivre de notre travail pour retrouver notre dignité et défendre la diversité de notre patrimoine naturel et culturel grâce à la survie de nos produits et de nos savoir-faire. Donc on a conscience en écrivant ce programme, que j'ai résumé, que en fait, ce programme a été écrit pour la paysannerie française et un élan salutaire, et il est à l'initiative donc de Terre et Famille, mais à disposition de toutes les bonnes volontés et surtout ouvert à toute amélioration. Parce qu'il ne peut pas être exhaustif. L'agriculture française est extrêmement riche, Deo Gracias, extrêmement
nous vivons dans un jardin, la France est vraiment un jardin, et donc on ne peut pas traiter en détail, on ne peut pas traiter en détail du vignoble ou du maïs ou du blé, les grandes cultures. Je crois que la fin pourra. N'hésitez pas à parler. Alors, en fait, c'est l'idée de croissance qui est mauvaise. Donc l'idée de décroissance, évidemment, est superflue en fait. Est superflue. Quant à l'idée de localisme, elle est superflue aussi, puisque le paysan est du pays, et que nous devons d'abord vivre de ce qui nous est donné, comme des grâces, avec ce que nous avons à la porte de chez nous. Donc pour moi, ce sont des notions superflues dans un système sobre, ou qui est inspiré par une certaine sobriété. C'est pour ça que nous insistons sur les corporations. C'est que la corporation, c'est une organisation professionnelle de gens qui utilisent une même source d'énergie ou les matières, les sous-produits d'autres industries pour leur propre production. Donc le localisme est, je dirais, une notion toute naturelle qui consiste à dépenser le moins d'énergie possible pour se nourrir. Ça devrait être tellement évident qu'on ne devrait même pas en parler. Et quant à, donc vous me disiez le localisme, quant à l'autre notion qui est la décroissance n'a pas de sens si nous considérons que la recherche de croissance permanente est une hérésie, tout simplement une hérésie. La croissance, pourquoi faire? Il n'y a qu'une chose qui peut croître sans cesse, c'est notre vie spirituelle. Mais matériellement, chercher la croissance, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement fabriquer des obèses. On en vient là. On fabrique un système obèse pour des obèses. Ça veut dire quoi la croissance au sens matériel? Ça n'a aucun sens. J'ai amassé pour amasser, faire des tours de plus en plus grandes, aller de plus en plus vite. Quel est l'objectif? Alors que, spirituellement, là, la croissance a un sens. La croissance spirituelle, le développement, notre élévation permanente, oui, a un sens. Donc pour moi, la notion de localisme et de décroissance sont des remèdes, je dirais, complètement artificiels pour une maladie provoquée en fait. Mais naturellement, vous n'avez pas besoin de ces deux notions. Alors, c'est une excellente question. Rester enraciné quand on est citadin. Alors, d'abord, je pense que nous vivons une grande inversion, comme je le disais tout à l'heure, entre les proportions, entre le nombre de citadins et le nombre de paysans, entre le nombre de personnes qui travaillent, qui travaillent la terre et ceux qui travaillent de travail administratif dans le privé ou dans le public, peu importe. On vit une inversion et on vit par là même une augmentation du nombre de chômeurs. Alors on va nous dire, pour certaines personnes de mauvaise foi et souvent des écologistes, vous voulez revenir aux employés, aux ouvriers agricoles, et ben oui, absolument. Je crois qu'il serait plus sain de retrouver des gens fiers de travailler la terre et qui nous éviteraient d'utiliser des pesticides, par exemple, ou qui remonteraient les clôtures en pierre sèche ou les clôtures tout simplement qui permettraient à tout le monde de vivre à un rythme normal, parce qu'aujourd'hui un paysan fait tout à la vitesse du son, il doit être partout à la fois puisqu'il n'a pas les moyens d'embaucher. Donc ça donnerait à chacun la possibilité de vivre décemment.
de ne pas être dans l'harassement, la fatigue en permanence pour faire toujours plus vite. Et surtout, ça redonnerait de la dignité à des millions de chômeurs qui finalement sont des gens déracinés dans des tours et qui vivent de subventions, encore une fois. Donc nous avons d'un côté des paysans qui ne peuvent pas vivre de leur travail parce que les cours sont tirés vers le bas par ces fameux spéculateurs dont nous parlions tout à l'heure. Et de l'autre, nous avons des chômeurs qui sont eux-mêmes les victimes de ce système de spéculation, du produire toujours moins cher et donc avec toujours moins de main-d'œuvre. Donc il faut retrouver cet équilibre, et pour retrouver cet équilibre, donc pour retrouver cet équilibre, il faut une véritable volonté politique. Alors pour le citadin, pourquoi je fais ce grand détour? C'est parce que finalement, la ville est tellement grosse, elle est devenue tellement omnipotente qu'elle dicte par le nombre, ne serait-ce que par le nombre, elle dicte sa loi aux paysans. Du temps où le paysan était majoritaire dans notre pays, il dictait la loi, il dictait le rythme, il dictait, et on devait faire avec le temps et avec... Aujourd'hui, la ville se croit surpuissante. La ville a oublié qu'elle dépendait, et aujourd'hui, d'une poignée de paysans pour vivre. Donc, je crois que pour le citadin, c'est déjà reprendre conscience de sa dépendance à l'égard de la terre. Et ensuite de faire des choix de consommation, des choix alimentaires, qui soient faits en toute conscience en fait. Et retrouver la notion du temps, retrouver les marchés et les marchés de saison, se réimposer une discipline, c'est-à-dire non, je ne mange pas de fraises au mois de décembre, pour renouer avec le rythme, avec le temps, avec les saisons, et se forcer à retrouver cette dépendance. Je crois que le gros problème que nous vivons, c'est que la ville se croit indépendante de la terre et le paysan se croit complètement dépendant de la ville, ce qui est un comble. C'est vraiment un comble. Alors, normalement, c'est l'inverse. Donc, je crois que pour le citadin, c'est cet effort énorme à fournir, parce qu'il est loin de l'incarnation, il est loin de ce lien incarné et vital de la terre qui donne du fruit grâce à ce qui tombe du ciel, et grâce au ciel, donc. Et donc pour le citadin, ça va être je crois un énorme effort spirituel en fait. Voilà. Terre et Famille a choisi de mettre en valeur et surtout de s'inspirer de l'époque médiévale. Alors c'est vrai que l'époque médiévale est très vaste, mais elle a ceci je dirais de commun à toutes ces étapes, c'est le côté organique de la société. Et pour nous, en fait, l'organisme, c'est l'organisation. Et nous vivons aujourd'hui une époque de désorganisation, c'est-à-dire que s'il existe encore des organes, ils sont séparés les uns des autres. Nous pensons qu'une société comme un corps fonctionne avec des organes qui ne sont pas séparés, mais distingués, distincts les uns des autres, mais en relation les uns avec les autres. Et cette société organique avait trois ordres: une société qui nourrissait tout le monde, qui étaient les paysans, une société qui défendait tout le monde, qui était la noblesse, et une société qui priait pour tout le monde, qui était le clergé. Eh bien, chacun travaillait pour le bien commun, et chacun était une part un organe de cet organisme. Or, on voit très bien, tout à l'heure nous parlions de l'art contemporain, la volonté de ces temps post-modernes est de désorganiser,
commence toujours par une séparation, donc on sépare, comme on a séparé l'Église et l'État, au lieu de distinguer, on sépare, au lieu donc on sépare les hommes et les femmes, on sépare les jeunes et les vieux, on sépare les riches et les pauvres, on sépare tout. Plus de communication, que des rapports de force, des rapports de... oui, c'est ça, des rapports de force, de conflit, alors qu'en fait, il faut tout pour faire un monde, comme disaient nos grands-parents, et qu'il faut retrouver, et alors, non contents de nous séparer, aujourd'hui, ils vont jusqu'à la théorie du genre ou à d'autres théories sociales qui mènent à la confusion totale. C'est-à-dire qu'on mélange tout. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'organes. On est dans une espèce de purée de société qui n'a plus d'organes et donc plus d'organisme. Et on comprend bien le but final, hein, on le voit à travers la pornographie. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la pornographie? C'est rendre le corps tout érogène. C'est-à-dire que le corps est tout consommateur de plaisir. Et qu'est-ce que c'est qu'un consommateur? C'est quelqu'un qui est entravé finalement, qui est prisonnier de lui-même, prisonnier de ses pulsions, qui n'a plus de capacité d'élévation. Donc c'est un agent formidable pour un système qui est tout basé sur la fameuse croissance dont on parlait tout à l'heure, qui est une entrave en fait, une entrave à cette liberté que nous avons reçue. Cette liberté de nous élever au-dessus de la matière, en tout cas la dominer pour nous élever, considérant que la matière est un excellent précepteur finalement, puisqu'il nous oblige à nous dominer, et donc à nous élever. Donc pourquoi le Moyen-Âge? Eh bien parce qu'au Moyen-Âge, tout ça est tellement évident qu'on ne le dit même pas. La société est organique, organisée, chacun est à sa place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de capacité, de possibilité pour un paysan de devenir écuyer, chevalier, mais chacun est dans son rôle. Et selon la providence, selon les faits d'armes, selon les mérites, selon les vocations, les changements d'ordre sont possibles. Mais il n'y a pas ce côté de revendication permanente qui fait que d'insatisfaction. En fait, on s'aperçoit que ce système qui est basé sur l'insatisfaction est assez logique, hein, puisqu'il est basé sur la croissance, donc sur la consommation, donc sur l'insatisfaction. Et quand on est au Moyen-Âge, on est basé sur la satisfaction, surtout. Donc chacun est dans son rôle, chacun est heureux d'y être. Évidemment, sur Terre, on n'a jamais dit que c'était parfait, et c'était pas parfait non plus au Moyen-Âge. Et de fait, il y a aussi quelque chose qui nous passionne au Moyen-Âge, c'est la place de la femme. La place de la femme et du chevalier. C'est-à-dire que nous avons vrai homme et vraie femme. Nous avons des hommes qui protègent nos frontières, qui protègent la veuve et l'orphelin. En tout cas, si c'est pas évidemment en pratique, on va pas dire que tout le monde est parfait au Moyen-Âge, c'est pas ce qu'on veut dire. Mais c'est un cap c'est une direction qui est recherchée. Aujourd'hui, on ne la recherche pas du tout, cette direction, on est d'accord. Nous avons plutôt affaire à des prédateurs qu'à des défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Donc, en tout cas, c'est ce qui est prôné par le système. Et donc, je crois, oui, que le Moyen-Âge avait cet énorme avantage, cet énorme atout d'avoir su mettre en valeur la femme et son défenseur, le chevalier. Voilà. Donc, c'est pour ça aussi que nous, à travers le culte de la Sainte Vierge, évidemment.